C'était le débat des candidats à la direction du Parti libéral hier soir. Ça se déroulait en français à Montréal. Un débat qui a été qualifié de consensuel, de sans éclat. On va analyser tout ça en compagnie de Geneviève Tellier, analyste politique, professeure à l'Université d'Ottawa. Bonsoir, Geneviève. Bonsoir, Catherine. On peut dire que c'est quand même un débat, ici, ce qu'on dit partout dans la presse aujourd'hui, qui n'a pas soulevé les passions. Non, mais c'est un débat organisé par le Parti libéral avec des candidats libéraux pour les membres du Parti libéral. Alors, on s'y attendait un peu, là, c'est pas nécessairement une surprise, mais effectivement, il y avait un très grand consensus. Alors, si on voulait avoir des débats d'idées, il y en a eu quelques-uns. Je dirais que Karina Gould puis M. Baylis aussi ont amené certains thèmes, mais dans l'ensemble, on était plutôt d'accord sur les grandes lignes. Alors, c'était pas comme on voit un débat des chefs, par exemple, en campagne électorale. Non, non, tout à fait. On en était bien loin, d'ailleurs. Par contre, et ça, j'ai l'impression que vous ne serez pas surprise, Donald Trump s'est invité dans le débat. On l'avait un peu prévu. Cette question-là a occupé une grande partie, près de la moitié du temps du débat. Alors, si vous voulez bien, Geneviève, on va écouter un extrait tout de suite et on revient. Le Trump d'aujourd'hui, il n'est pas le même qu'avant. Il est plus unilateraliste, plus isolationniste, plus agressif. Avant, il veut une partie de nos marchés. Maintenant, il veut notre pays. Parce que c'était important pour les candidats de se positionner sur cette question-là. Oui, et Mme Freeland, elle arrivait, elle l'a répété encore hier en disant « Mais moi, je sais comment négocier avec ce personnage-là. Je l'ai fait la première fois. Ça l'a donné des bons résultats. J'ai conclu un accord de libre-échange. » Et donc, la stratégie des autres, c'était de dire « Oui, mais aujourd'hui, en 2025, c'est plus comme en 2017-2018. Les circonstances ont changé. Il faut changer de stratégie. » Alors, c'est un peu dans les nuances, dans les détails qu'on essayait de se démarquer de l'autre. Puis, effectivement, ça a été surtout un enjeu entre Mark Carney et Chrystia Freeland, lequel a le plus d'expérience. M. Carney nous dit, mais moi, j'ai de l'expérience en gestion de crise. Mme Freeland nous dit, oui, mais moi, je connais le personnage. Et donc, on essaie de bâtir... Et on réplique en disant, moi, le personnage n'est plus le même. Oui, c'est ça. Puis la crise est différente. C'est pas la même crise. Alors oui, c'est ça. On se renvoie un peu la balle. Mais alors, on essaie d'établir sa crédibilité. Je pense que c'était ça la stratégie des candidats hier. C'était de montrer aux libéraux, aux membres libéraux, ben voici, moi, j'ai la meilleure posture pour justement faire face à M. Trump. Bon, il y a été question de Pierre Poilievre aussi à plusieurs reprises. Écoutons un nouvel extrait, si vous voulez bien. La chose la plus importante de se rappeler, c'est que Pierre Poilievre va couper. Et pour cette raison, oui, la conversation qu'on a maintenant est très importante parce que c'est seulement le Parti libéral qui peut faire croître l'économie et appuyer les gens en même temps. Ça n'avait pas un petit peu des allures de discours de campagne par moment? Oui, parce qu'on sait qu'une campagne s'en vient très rapidement. Alors, évidemment, ça va être Pierre Poilievre. Étonnamment, on n'a pas beaucoup parlé du Bloc québécois puis de Yves-François Blanchet. On aurait pu le faire un peu parce qu'au Québec, ça va être aussi un enjeu. Mais vous disiez que le débat avait été consensuel. J'avais l'impression, des fois, quand on ne voulait pas trop se lancer dans des discussions, des arguments controversés, on avait juste à sortir le nom de Pierre Poilievre, puis là, tout le monde se rassemblait en arrière de notre position. Donc, il était un peu en arrière-scène. C'est lui qui amenait un peu l'unité parce que tout le monde était d'accord en disant oui, ça c'est notre menace commune, qui est la meilleure personne qui se positionne le mieux justement pour combattre Pierre Poilievre et les conservateurs. Bon. Qui s'est le mieux tiré d'affaire? Je vous dirais que je ferais le contraire. Je dirais qui a peut-être mal performé, parce que j'ai l'impression qu'à peu près tous les candidats ont plutôt bien réussi, mais j'ai l'impression... Et même si c'est un débat en français, il faut le préciser. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas leur langue. Alors, effectivement, ça peut être des embûches supplémentaires, mais j'ai l'impression que Mark Carney a un peu déçu. C'est-à-dire que les attentes étaient plus élevées. Il faut dire que ça fait des semaines que ça progresse de façon vraiment impressionnante, sa popularité, puis son ascendant sur le Parti libéral. J'ai l'impression que hier soir, on en attendait encore plus. Et ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu les idées qu'il avait répétées depuis déjà quelques semaines. Des fois, c'était pas toujours très clair, justement, à cause de la question du français. Et donc, est-ce qu'il aurait pu mieux livrer la marchandise, être plus clair, être plus précis? Probablement. Suffisant pour lui faire perdre des plumes au Parti libéral, je pense pas qu'on soit rendu là, mais on le verra ce soir. C'est-à-dire que on peut excuser la langue, on peut donner la langue comme étant un prétexte, mais si ce soir, en anglais, ça se répète ou sa performance est pas à la hauteur de nos attentes, ben là, les gens pourraient commencer à dire « Oh, ben peut-être c'était pas la bonne personne. » Ou enfin, ce qui était... moins. Ça passerait moins. Est-ce qu'il y aurait l'étoffe pour affronter un Pierre Poilievre, justement? Alors, ce qu'on a vu, c'est que M. Carney manque d'expérience en tant que politicien. Je pense que c'était ça qui était frappant hier. Alors que les trois autres, enfin, surtout Mme Gould puis Mme Freeland,
sont en politique depuis 2015, savent faire face à la musique, tout va bien. M. Baileys, c'est aussi bien sorti d'affaires. Malheureusement, on n'en parle pas. On le considère comme étant le 4e candidat. On ne pense pas qu'il y a des grandes chances de surmonter ça. Alors, il y aurait beau faire une très bonne performance, c'est pas ça qui va retenir l'attention avec ce débat-là. Puisque vous parlez de Mark Carney, il y a eu un petit accroc au cours de la soirée dans son discours. Et il y a bien des gens qui en parlent aujourd'hui. Il y a des gens qui montent ça en épingle. Il y en a d'autres qui disent, voyons donc, c'est une simple erreur et de bonne foi. Jugez-en par vous-même. On va tout de suite regarder cet extrait-là, si vous voulez bien, et on vient. Nous sommes d'accord avec Hamas, nous sommes d'accord avec une two-state... Nous ne sommes pas d'accord avec Hamas, mais concernant Hamas. Contre Hamas. Et pour une solution à 2 États. Bon, alors, est-ce qu'il fallait monter ça en épingle? Est-ce que ça va suivre, M. Carney, ou ça va s'éteindre, cette affaire? Ça dépend où vous êtes. Alors, vous êtes les conservateurs, effectivement, vous allez monter ça en épingle et c'est de bonne guerre. Ça fait partie de la joute politique et c'est un bel exemple de M. Carney n'est pas un politicien de carrière. Il y a aussi la question du vocabulaire. On n'est pas pour Hamas, on est contre ou on est préoccupé par, et donc c'était le choix de mots qui était un problème. Est-ce que ça va durer? Je pense pas, parce que pour qu'une nouvelle dure, il faut qu'on l'alimente, puis je vois pas comment on peut l'alimenter. Parce que si on écoute l'extrait au complet, puis on peut même écouter le début aussi, on se rend compte que, mis en contexte, le message est complètement différent. Donc, c'est pas un Mark Carney qui a dit une chose qui surprend, c'est juste qu'il s'est mal exprimé, mais il a rapidement corrigé le tir quelques secondes après. Donc, sans pouvoir l'alimenter davantage, j'ai l'impression qu'on va passer à autre chose. Par contre, s'il refaisait des déclarations à cause de son français ou qui n'étaient pas claires, là, effectivement, les gens commenceraient à dire, bien, il n'est pas capable d'expliquer clairement sa pensée. Et là, ça pourrait être un problème. Ça serait un problème. Oui. Bon, et ça, c'est déjà vu au Parti libéral, ça. Revenons sur cette espèce de consensus dans ce débat. Le fait qu'il n'y ait pas eu de grand débat d'idées, est-ce que ça sert le public, ça? Les gens qui regardaient ça, finalement, ont vu plusieurs chefs qui étaient plus ou moins tous d'accord les uns avec les autres. Oui, alors que leurs idées sont différentes. Prenez Karina Gould, elle est clairement à gauche. Elle a fait des déclarations hier soir qui montrent vraiment un contraste. Je pense, par exemple, à la taxe carbone. Elle a dit, non, moi, je l'abolis pas, je la garde. C'est la seule qui dit ça. Tous les autres veulent l'abolir parce qu'on sent que, électoralement, on peut marquer des coups. Alors, on sent cette prudence-là chez les libéraux. Puis, à trop vouloir être prudent, effectivement, des fois, ça peut nous nuire parce que les gens vont dire, bien, c'est quoi la différence? Est-ce qu'on a vraiment ces débats d'idées-là? Et le grand débat en ce moment chez les libéraux, mais il manque de temps pour le faire, c'est est-ce qu'on se ressente ou on est dans la continuité avec ce que Justin Trudeau nous avait fait? Puis ça, on voit ça ailleurs chez d'autres partis. Le Parti libéral ontarien, par exemple, a cette interrogation-là aussi. Donc, c'est quoi l'humeur de l'électorat? Qu'est-ce que ça veut dire d'être un parti libéral en 2025? Je pense qu'on n'a pas répondu à la question en ce moment. Ce qu'on répond, c'est oui, il y a une menace de tarifs douaniers, oui, il y a Donald Trump. Très bien, disons que c'est réglé dans un an. On fait quoi après en tant que Parti libéral? Puis là, on n'a pas eu beaucoup d'informations hier avec le débat. Bon, et là, reste à voir ce qui va se passer ce soir au débat en anglais et ça va être suivi, c'est évident. Oui, bien sûr. Merci, Geneviève. Ça fait plaisir.